Alain Soral, bonsoir. Bonsoir. Ce début d'année a été marqué par la mort d'un certain nombre d'artistes. De quoi ces décès sont-ils le signe? Je ne sais pas de quoi ils sont le signe, mais en tout cas pour moi qui vais avoir 58 ans cette année, avec la mort du chanteur de Motorhead, Lemmy, la mort de David Bowie qui nous a surpris, et puis je parlerai après incidemment de la mort de Pierre Boulez qui a été assez occulté par la mort des deux autres. C'est un peu aussi ma jeunesse qui disparaît progressivement. Moi j'arrive à un âge où il y a de plus en plus de morts, quoi. Et ça m'a fait penser à deux choses. D'abord, j'aimais bien les deux. J'aimais bien Lemmy et j'aimais bien Bowie, ce qui a vraiment rien à voir. Parce que j'aimais bien Lemmy parce qu'il s'inscrivait dans la tradition du rock and roll pour, on va dire, pour ouvriers, pour hommes pauvres, pour qui le rock and roll était l'expression quand même d'une certaine insoumission, d'un certain rapport à la vie brutale. Et j'étais en plus allé le voir au Zénith, je crois que la dernière fois qu'il s'est produit en France. J'avais eu le plaisir d'aller l'écouter. C'était pas spécialement de ma musique, mais ça m'avait rappelé par la clientèle que c'est un type qui faisait d'énormes salles. Hein. Lui, il jouait pas au Bataclan, hein, devant des bobos, et qu'en fait c'était vraiment le hard rock, puisqu'on parle de hard rock. C'était vraiment la musique du prolétariat européen, hein, de la musique du petit blanc pauvre. Et là, on voyait ce qui était assez émouvant. Des générations de types habillés en noir avec des t-shirts la mort là. On voyait des gros mecs à moitié chauves de 60 ans et des petits jeunes de 18 ans avec à peu près tous cette espèce de look européen qui a à voir avec le hard rock et qui est une esthétique et une sociologie dont on parle assez peu parce qu'en fait c'est pas débranché. Et Lemmy était un peu l'espèce de statue du commandeur de cette tradition du rock and roll un peu brut, un peu simple, un peu assoumis, basé sur jouer de plus en plus fort, sur des riffs assez simples. Et avec le type en plus qui avait vraiment un physique assez avec beaucoup de charme, une espèce de type comme ça une vie simple, bien alcoolisé, avec toujours la même tête, la même manière il jouait de la basse, ce qui est assez marrant aussi, le côté bûcheron quoi. Et puis aussi, il avait un certain goût pour la collection de certains objets qui pouvaient nous le rendre assez sympathique dans son insoumission à l'idéologie dominante. Everybody collects something, right? Drummer in my old band used to collect elephants. There's elephants all over his fucking apartment. I think my collection is more interesting. Donc la mort de Lemmy m'a dit c'est la fin d'une certaine époque assez pure, assez héroïque et assez sociale du rock'n'roll. Hein, parce qu'il faut oublier que le rock'n'roll c'est pas uniquement le vecteur de l'idéologie libérale libertaire. C'était aussi dans les années 60 qui veut nous amener à Bowie, notamment dans la société anglaise, puritaine, un peu dure, avec les enfants en uniforme, les châtiments corporels, l'esprit assez légitime et authentique d'une insoumission, d'un désir de révolte, de rêve, d'une autre vie, avec aussi, il faut pas l'oublier, beaucoup de talents, des grands mélodistes, des gens capables de sortir des nouveaux sons, de tirer parti de la technologie naissante, de ce qu'on appelait le studio, la table de mixage, etc. Et Bowie, même si c'était pas tout à fait la musique, moi je suis plus à la fois plus on va dire Stooge, ou Robert Wyatt, je me situe à la fois d'un côté plus artistique, plus underground ou alors plus rock'n'roll. Je reconnais que c'était un grand artiste de la pop musique et le fait qu'il soit mort comme ça de manière brutale juste après la sortie de son dernier disque qui est en plus très bon à 70 ans, c'est aussi la marque de la fin d'une époque, quelle époque héroïque de la pop musique. Imaginative. Ça correspond aussi à une époque qui est la fin des années 60 qui ont été, je dirais, cet espoir qui a commencé à être mis à mort par l'assassinat de Kennedy, de cette jeunesse occidentale qui, à la suite de Kerouac, rêvait d'un autre Occident, de sortir des rapports Est-Ouest, de sortir d'un pur matérialisme, d'échapper à une certaine autorité dure liée à la société puritaine, anglo-américaine, etc. Donc Lemmy qui meurt, Bowie qui meurt, c'est quand même me dire on arrive à la fin d'une époque et surtout il n'y a pas eu tellement de relève en réalité. C'est ça l'idée, c'est que il n'y a pas de type de la stature de Bowie par rapport à ce qu'on a aujourd'hui en musique, c'est des géants. Et surtout c'est une époque d'artisanat, c'est ça qu'il faut bien comprendre et remarquer.
c'est que ce sont des types qui bricolent à une époque où tout est à créer, hein, au niveau de cette nouvelle mise en place de la musique pour jeunes à travers le micro-sillon ou le concept album, la chaîne stéréo, tout ça. Et là, disparaissent les uns après les autres les grands personnages de cette époque qui ont été les gens, parce qu'ils avaient 10-15 ans de plus que moi, les gens qui ont accompagné ma jeunesse. Quand j'ai commencé à écouter de la musique à 14 ans, et c'est allé au milieu des années 70, et effectivement, on se posait la question si on préférait les Beatles, les Rolling Stones, la place de Bowie, si c'était pas trop une musique pour Minet. Vous imaginez qu'à l'époque, on traitait Bowie de chanteur pour Minette. Vous pouvez imaginer, aujourd'hui, c'est de l'avant-garde, hein. Et puis, on était déjà sur la nostalgie des guitares héros comme Jimi Hendrix, qui était déjà mort, hein. C'est-à-dire que moi, en 74, quand j'ai commencé à écouter de la musique, pour moi, j'étais déjà dans le rétro. On avait déjà le sentiment que la grande aventure géniale de la pop musique, de la musique pour jeunes, c'était 1963-1973. Moi, j'ai commencé déjà à écouter des types qui commençaient à laisser la place. Et puis après, il y a eu le sursaut du punk, qui a été une espèce de grand nettoyage d'un rock qui commençait à être décadent, soit parce que c'était du jazz rock, soit c'est parce que du rock progressif symphonique. Et donc, ouais, là, je me suis dit, Bowie meurt, Lemmy meurt, c'est la fin d'une époque qui n'a pas été remplacée. Et j'ai effectivement la nostalgie de cette époque émouvante. Et on m'a fait la remarque, oui, vous aimez Bowie alors que vous êtes sur une idée de retour à la tradition. Bowie, c'était un type un peu habillé en femme, c'était la drogue, etc. Et certains imbéciles, ou des gens qui maîtrisent pas bien tout ça, hein, parce qu'ils l'ont pas vécu, me disent pourquoi vous aimez Bowie et vous critiquez Conchita. From the fading light of light, rise like a phoenix, out of the ashes seeking rather than vengeance, retribution you were once I'm transformed. Conchita Wurst. Et là, je dis, ça n'a aucun rapport quand même. Faut pas oublier que à l'époque, Bowie luttait contre une société puritaine anglaise. Et il y avait réellement une prise de risque à avoir les cheveux longs, à déclarer une bisexualité qui était d'ailleurs plus déclarative que réelle, à mon avis. For any of the older generation who were watching, it probably hadn't escaped their notice that the singer in the multicolored jumpsuit might not be entirely heterosexual. Looking at it now, it looks so tame. But at the time, it was a real gesture when he put his arm around the guitarist. It was a very sexual thing. Et il y avait du talent, c'était du musical, c'était quelque chose qui renvoyait un peu à l'époque de Kurt Weill, il y avait vraiment de la créativité chez Bowie, alors que chez Conchita, c'est l'Eurovision. This night is dedicated to everyone who believes in a future of peace and freedom. C'est un produit industriel pour effectivement nous vendre une marginalité de masse obligatoire, alors qu'à l'époque de Bowie, la marginalité était réellement une petite démarche d'avant-garde et qui se considérait comme marginale. C'est-à-dire qu'un type comme Bowie, si on regarde sa trajectoire, il est d'ailleurs il a vieilli en homme raisonnable, marié, père de famille, ne faisant pas d'esbroufs, ne faisant pas de provocations, n'invitant pas ni à l'homosexualité ni à la drogue. Donc il est passé d'une certaine marginalité dans une époque où la marginalité était on va dire un peu une petite aventure authentique, à une certaine discrétion et une certaine normalité, alors que la Conchita là arrive à un moment donné où on nous vend de la marginalité de masse, de l'homosexualité de masse, de la bisexualité de masse. Et donc bien sûr pour nettoyer, ce dont on a toujours besoin c'est
Indushanada. Et en plus, dans un concours de l'Eurovision, je pense pas que Bowie n'ait jamais concouru à l'Eurovision. L'Eurovision, musicalement, c'est de la merde. Et je vis là, n'oubliez pas. C'est le franc-prix de la musique, quoi. Et donc, ne confondons pas les deux. C'est toujours pareil, resituons les choses dans leur histoire. Il y a eu réellement un charme et un génie de l'épopée musicale pop marginale anglo-américaine, disons au début des années 60 jusqu'au début des années 70. Et ça, on ne peut pas le nier. C'est pas parce qu'à un moment donné, il y a une récupération et qu'il y a même une manipulation, récupération par le capitalisme dans sa forme libérale, libertaire, d'une certaine musique pop qu'il faut nier le génie, le talent de certains individus comme Bowie, comme les Beatles, comme les Rolling Stones, comme Robert Wyatt, comme les Stooges. Je sais pas si on veut dire Stooge ou Stooges. Enfin bon, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein, voilà. Et c'est pas, je veux dire, David Bowie, c'est pas Madonna. On voit bien qu'il y a des médiations. Il y a Conchita, c'est vraiment, je veux même pas dire ce que c'est. Je préfère pas employer de gros mots. Et puis il y a Bowie, qui est l'époque héroïque, l'épopée. Et puis entre les deux, on a Madonna, qui sont déjà l'industrie, rentabiliser certains combats transgressifs menés par d'autres à d'autres époques, etc. Et on est vraiment dans une perspective d'effondrement, en réalité. Effondrement de la créativité, effondrement du talent, à tous les niveaux. Voilà. Donc, nous sommes dans une période sombre de ce point de vue-là, au niveau de la créativité musicale. Et je fais remarquer d'ailleurs que quand je vois des jeunes là faire de la musique, je parlerai pas du rap parce que pour moi c'est. Y a que des salopes, j'ai une vue d'ensemble. Mouille dans leur string toute la nuit en tremble. Tu veux cacher ce que j'ai cru entendre. On n'a pas élevé les crues ensemble. Continue de chasser. Ouvrir ton trou de pas les passer. T'es chelou comme de la crème passée. Comme une salope qui veut se caser. Tous unis, tous unis, tous unis. Chrétiens, juifs, musulmans, soyons frères. L'union pour nous c'est la plus belle arme. Tous unis, tous unis, tous unis. C'est aussi un effondrement de la subtilité, de la conscience, de la sensibilité artistique. On voit bien que nous avons aujourd'hui des jeunes qui, par leur gestuelle, singent quelque chose qui s'est mis en place en 1960. 60, 70, 80, 90, 2008, ça veut dire que ça fait 50 ans que ça n'a pas bougé. Le cheveu long, la guitare, le baratin rebelle, abîmer sa chambre d'hôtel ou faire des déclarations transgressives sexuellement, ça fait 50 ans que ça n'a pas évolué. Donc c'est vraiment ringard. C'était progressif à une époque, c'est ringard aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand on réfléchit à tout ça, au niveau des signes, qu'est-ce qui reste de tout ça ? Et qui fait la différence, c'est la mélodie, c'est la musique elle-même. On peut dire ce qu'on veut des bêtises politiques de John Lennon, ou même de certaines naïvetés et niaiseries des paroles. John Lennon est un grand musicien parce que c'est un grand mélodiste. La musique, c'est la mélodie. La mélodie, c'est la probité de l'art musical, comme le dessin, et la probité de l'art pictural. On peut pas tricher là-dessus. Et il reste de ces gens-là que ce sont des grands mélodistes. Il y a des grandes chansons de David Bowie, et surtout sur une longue durée. Et tout ça, effectivement, n'a rien à voir pour moi avec la vulgarité de... Je ne veux même pas parler de Madonna, mais de l'autre, celle qui lui a succédé. Lady Gaga, ouais, tu vois, on n'est pas dans le Lady Gaga, ni dans le Conchita. Et ça m'amène à un autre sujet, justement, sur la mort de Pierre Boulez. En fait, Pierre Boulez a fait sa carrière en même temps que les héros de la pop musique, en prétendant que lui, il était la modernité musicale, et que lui, il était l'inventivité, la radicalité, etc. Une musique contemporaine révolutionnaire. Pierre Boulez, un compositeur qui a inventé une nouvelle façon d'écrire la musique. Voilà, ça c'est mieux. Et maintenant, ça aussi. Cette musique est peut-être en avance sur son temps. Il est encore difficile de faire descendre cette musique dans la rue.
C'est difficile, mais c'est justement quand on a les institutions comme celle dont j'ai la charge, c'est-à-dire comme d'une part l'IRCAM et d'autre part l'ensemble intercontemporain, je crois que le but est justement d'essayer de conquérir de plus en plus un vaste public. Vous savez, je n'aurais pas fait je ne me serais pas donné cette peine en tant qu'interprète si je n'avais pas eu le sentiment que c'était très nécessaire pour promouvoir la musique de notre siècle. Et en fait, l'histoire lui a donné complètement tort. En fait, Pierre Boulez est à la musique ce que sont les structuralistes à la philosophie, à la linguistique ou à la psychanalyse, ou même, je dirais, à la métapsychologie. C'est-à-dire des gens qui se sont fourvoyés dans une très grande arrogance. Et en fait, Boulez a réduit la question musicale à l'écriture musicale, qui est quelque chose de daté historiquement à partir de Monteverdi et qui atteint sa limite avec on va dire Debussy, puisqu'après se pose la question de l'atonalisme, dodécaphonisme, qui est un piège structuraliste. On dit aussi qu'il était un des grands noms de la musique sérielle. Qu'est-ce qui caractérise cette musique? Ça, c'est complexe. La musique jusqu'au début du XXe siècle a été conçue sur la gamme où tout le monde connaît do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ouais. Et on composait avec ces sons pour composer une mélodie habillé par une harmonie. À partir du début du XXe siècle, et Boulez a porté beaucoup cela, on prend tous ces éléments sans dire que ce son est plus important que l'autre, on les met sans hiérarchie et on essaie de construire une musique qui soit un jeu formel. Il y a quelque chose de cérébral. C'est ne pas comprendre que l'écriture musicale est au service de la musique, et c'est réduire finalement la musique à l'écriture musicale, et essayer de trouver le renouvellement de la musique dans les jeux d'écriture. C'est là où l'influence de Mallarmé s'est manifestée le plus, car vous pouvez voir d'après le dessin de la page déjà qu'il n'y a pas une succession de lignes ininterrompues de gauche à droite et de haut en bas, mais que les lignes sont un peu réparties sur toute la page. Qui à un moment donné amène à de la musique qui sort complètement de ce qu'est la musique, c'est-à-dire quelque chose qui touche les sens humains, l'émotion. Et maintenant, je peux jouer aussi d'une autre façon, c'est-à-dire commencer par cette partie-là, ensuite jouer cette insertion, ce commentaire de résonance. Et la première réponse à ce fourvoiement, qui commence à mon avis avec, peut-être pas avec Berg, mais avec Schoenberg en tout cas, c'est le jazz. Le jazz, qui sont des noirs, qui ne connaissent pas l'écriture musicale et qui renouvellent la musique par la syncope, le rythme, par l'autre manière de jouer d'instruments occidentaux, par du métissage effectivement, mais du métissage par le haut, liturgie Godspell, c'est-à-dire protestante américaine, instruments occidentaux classiques, piano, saxophone, qui sont des instruments blancs classiques, et ce qu'a apporté l'Afrique, c'est-à-dire la syncope. Qui n'existe pas nulle part dans la musique classique. Le sautillement, ça n'existe pas ça. Chez Bach, chez Beethoven, nulle part ça n'existe. Et ça change tout. C'est ce qui correspond au niveau de l'équitation au trot. Le trot, c'est ni de la marche ni du galop. Voilà. C'est des digressions pour les gens qui s'intéressent à la musique. Donc Boulez, lui, avec une extrême arrogance en tant que musicien d'État, c'est-à-dire payé par l'État, c'est l'IRCAM, prétend qu'il est la modernité dans les années 60 et qui révolutionne la musique. L'IRCAM, c'est entre autres choses, toutes les techniques de pointe mises au service de toutes les formes de la recherche musicale. Mais sur quoi toutes ces recherches vont-elles déboucher? Nous allons déboucher sur de nouvelles œuvres. Nous allons déboucher certainement peut-être sur de nouveaux instruments. Nous allons déboucher sur de nouvelles façons de jouer, sur de nouvelles façons d'envisager toute la participation musicale même. Il est un arrogant, entièrement fourvoyé, dont il ne restera que le fait que c'est on va dire un bon chef d'orchestre, parce que c'est un grand connaisseur de la musique. C'est un musicologue. Mais en tant que créateur de musique, c'est zéro. C'est zéro, c'est de la merde, c'est ridicule.
complètement ringard. Alors qu'aujourd'hui, on voit des grands musiciens finalement rendre hommage, d'ailleurs en les utilisant, aux grandes mélodies produites par les Beatles, notamment. Là, c'est un peu la vérité par le temps qui passe. Nous avons finalement 3 personnes qui sont mortes en même temps. Lemmy qui montrait ce que le rock'n'roll avait été, c'est-à-dire quelque chose une espèce de réponse virile à une époque sans doute de dévirilisation par le secteur tertiaire et le salariat, ce qui correspond un peu au sursaut romantique qui a lieu dans les arts de l'écriture en France au moment de la disparition définitive de la monarchie traditionnelle, le sursaut romantique. Ça a un peu à voir si on fait un parallèle. Donc il y a Lemmy, le rock'n'roll pour ce qu'il a d'admirable, sursaut viril dans une période qui l'est plus du tout. La créativité chez Bowie par la mélodie, parce que ce qui reste en dernière instance, c'est les chansons. Et puis Boulez, le prétentieux payé par l'État, musicologue d'État, arrogant, méprisant. Je me rappelle de phrases où Boulez se permet de mépriser Erik Satie pour la simplicité de ses constructions musicales. Le grand musicien de Satie et de Boulez, c'est Satie. Bien évidemment, parce que chez Satie, il y a de la beauté. Chez Boulez, il n'y a que de l'arrogance et de la structure. Et ça, c'est une belle leçon de l'histoire. C'est-à-dire que Boulez on n'en a rien eu à foutre de la disparition de Pierre Boulez. Pour vous, l'État, c'est très simple. C'est un libre service. J'arrive, bonjour Jack, je voudrais un ensemble intercontemporain, 15 millions de francs, mais bien sûr. Vous oubliez, Michel Vous continuez, pas du je tout continue, un ensemble intercontemporain, et puis un IRCAM, 45 millions, et puis une première tranche de travaux, et puis une deuxième, et puis une troisième, et puis une et ça quatrième. fait 60 millions de francs par an. C'était le 11 janvier 91, tout le monde s'en souvient, c'était un concert où vous recréez Explosant Fixe. Non, c'était vous nous avez un infligé atelier. 1h50 de conférence et 6 minutes 08 de musique. Alors je dis, ça fait cher la double croche, 60 millions de francs par an, pour sortir 6 minutes de musique tous les 2 ans. On n'en a rien eu à foutre de la disparition de Pierre Boulez. Et par contre, on a tous eu le sentiment qu'avec Bowie disparaissait un grand musicien, un grand artiste de la musique, un grand musicien, et qu'avec Lemmy disparaissait un grand personnage respectable, émouvant, chaleureux du rock'n'roll. Voilà. Donc je vais finir là-dessus. Que les gens réfléchissent à ce qu'impliquent ces 3 personnages. Oui, tout se passe malheureusement comme je l'avais prévu et comme je l'anticipais. C'est-à-dire que je mène, moi, avec les gens qui travaillent avec moi, dont toi et d'autres, un combat d'insoumission à une dérive à la fois... à une dérive totalitaire sur le plan politique et à une dérive financière sur le plan économique. C'est-à-dire que j'essaie de maintenir finalement un certain idéal, on va dire, républicain, peut-être par naïveté, parce que j'y ai cru quand j'étais enfant. J'ai vu liberté, égalité, fraternité marquée au frontispice de l'école communale gratuite, obligatoire et généreuse des années 60 de la banlieue parisienne. Et moi, je suis simplement sur des positions qui étaient les positions de tout intellectuel de gauche, on va dire, des années 60-70. Il faut stopper l'émigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs français et immigrés. Et en maintenant ce positionnement face à une trahison totale des élites politiques, médiatiques, qui obéissent en fait à nos élites oligarchiques, c'est-à-dire à nos élites économiques, je me trouve totalement en porte-à-faux avec ces élites, qui ne pouvant pas me répondre sur le plan du dialogue intellectuel, parce que je les mets minables, ce sont des menteurs évidents, et des tricheurs et des traîtres évidents, aujourd'hui me persécutent par l'outil qu'on n'appellera pas la justice, mais l'institution judiciaire. Institution judiciaire qu'ils ont totalement soumise. Les procès Aziza permettent de vérifier par les condamnations astronomiques que je subis, puisque là, sur simplement 2 procès, il va y en avoir un 3e d'ailleurs, je prends 57 000 € de condamnation
à la 17e chambre, d'ailleurs pour délit d'opinion. En fait, plus que délit d'opinion, parce qu'en fait, quand on regarde ce que je dis, normalement, si on respectait la loi, ce n'est même pas condamnable. Aziza, je te veux si tu veux de moi, danse avec moi. Si tu crois que ta vie est là, ce n'est pas un problème pour moi. En fait, je prends 57 000 € de condamnation pour insoumission à un personnage qui incarne et qui représente toute la dérive oligarchique, communautaire, anti-républicaine, anti-laïque et anti-égalitaire qui est la situation objective de la France depuis le milieu des années 80. Enfin, une dérive. D'autre part, je voulais dire que dans ma carrière de journaliste, tout au long de ma carrière de journaliste, j'ai toujours défendu Israël. Je me suis toujours attaqué aux islamistes. Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, Monsieur le Président. Je voulais vous poser une question à propos de ce qu'on appelle l'affaire Dieudonné. Qu'est-ce qui est le plus dangereux, pour vous et pour la société française? C'est le fait que Dieudonné veuille fédérer avec Alain Soral une France antisémite, black, blanc, beurre. La France est en train de devenir une dictature oligarchique et communautaire qui d'ailleurs ne se cache de moins en moins. Parce que aujourd'hui, il est admis maintenant que la France et Israël sont des nations sœurs. Ce lien particulier avec Israël, ce lien particulier, il est unique. Pourquoi? Parce que nous sommes deux nations sœurs qui, chacune à notre manière, parce que nous savons le poids de l'histoire, portons une part de l'universel. Il est admis aujourd'hui que le Premier ministre en exercice est un type qui a été naturalisé français très tardivement et qui est éternellement attaché non pas à la France mais à Israël. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Manuel Valls, qui, avec l'ombre de Bernard-Henri Ville derrière lui, déclare qu'aujourd'hui, les Juifs ne seraient pas des gens qu'on n'aurait pas le droit de stigmatiser car ils ont intégré totalement le pacte républicain, mais qui seraient des gens qui seraient l'avant-garde de la République. Les Juifs de France sont plus que jamais les Français à l'avant-garde de la République et de nos valeurs. Je suis aujourd'hui un insoumis, donc un goy, un brave goy, effectivement, qui n'a pas envie de vivre, de se soumettre à Monsieur Aziza. Voilà. J'espère que ça tombe encore pas sous le coup de la loi, mais peut-être qu'à un moment donné, on va promulguer un décret qui interdira simplement de critiquer un individu dès lors qu'il se présente comme juif. On n'est pas loin d'y arriver. Hein. Est-ce que d'accepter d'être l'avocat de M. Soral est un acte de militaire? Vous pouvez ne pas répondre. De votre part. Non, c'est la fidélité pure et simple à mon serment que j'ai prêté. Oui. Vous auriez défendu Eichmann, Hitler, 6 millions de Juifs de France ont été déportés, assassinés. Si on continue comme ça, comme on est là, les génocides, ils sont pas derrière nous, hein. Ils sont devant nous. Ils sont devant nous. Et ça, je pense que quelqu'un comme Alain Soral, il en est parfaitement conscient. Si vous voulez sortir d'une guerre civile, vous ne le faites pas sur le devoir de mémoire. Vous sortez d'une guerre civile par le pardon, pas par la mémoire. Parce que avant, on était dans l'idée du chantage à l'antisémitisme, c'est-à-dire, il a fallu à chaque fois que je dise, mais je ne suis pas antisémite, quand je montre du doigt la communauté juive organisée, incarnée par le CRIF notamment, qui ne représente officiellement que 1/6 d'une population qui elle-même représente 1% de la population française. Je ne parle pas de tous les juifs, c'est bien évident, mais de cette petite communauté organisée, c'est comme ça qu'elle s'appelle elle-même. Donc, je dénonçais un chantage à l'antisémitisme. Mais aujourd'hui, ça va bien au-delà de ça. On est dans l'inversion accusatoire systématique. C'est des gens qui se revendiquent comme membres du peuple élu. Dieu a voulu montrer, Ishtabar Shimon-Lahad, à toutes les nations du monde, la suprématie du peuple d'Israël, celui qui est capable de recevoir du pain qui vient du ciel, de boire de l'eau qui vient de la terre, d'être protégé par des nuages avec un masgan à température ambiante. Et toutes les nations du monde ont vu, comme le dit Rahab, nous avons tous vu et entendu que la mer s'est ouverte en deux. Combien de miracles Dieu a fait pour vous? Vous êtes un peuple au-dessus de la nature. C'est ce qu'il dit ici. Et dont le destin est la terre promise, c'est-à-dire que la terre leur a été promise, et qui prétendent à la domination purement et simplement. Car à la fin des temps, les sages nous ont dit que les nations du monde reconnaîtront la suprématie du peuple d'Israël, la grandeur du peuple d'Israël. Les nations du monde se prosterneront devant les Juifs. Là, t'es de l'avant. Qu'est-ce que tu es en train de t'assimiler, toi, avec les nations du monde? Me reproche à moi d'être un raciste, un haineux, un violent, alors que je subis en permanence les déclarations de haine et la violence de ces gens-là.
Vous auriez pu féliciter, c'est excellent. Merci. C'est pas grave, merci de faire de moi et voilà. Donc on est aujourd'hui dans l'inversion accusatoire totale. Et la question qui se pose, c'est combien de temps cela va-t-il durer? Et est-ce que cela va aller jusqu'au bout? C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que nous devrons officiellement et légalement et par décret, ou même inscrit dans la Constitution, nous soumettre à cette oligarchie qui, aujourd'hui, se cache de moins en moins d'être ce qu'elle est. Il suffit de voir comment M. Bernard-Henri Lévy, malgré tout son passé et son passif grotesque, trône à la messe du samedi soir du service public chez Ruquier, hein, et qui nous explique que toute critique d'un juif qui a commis des choses qui pouvaient être considérées comme répréhensibles et qui le sont, l'affaire du sang contaminé, l'affaire du Sofitel, c'est, selon Bernard-Henri Lévy, de l'antisémitisme. Donc, il est plus seulement question de dire « je ne suis pas antisémite ». Je pense que il y en a marre de répéter ça indéfiniment. C'est aujourd'hui, qu'entendez-vous, messieurs de l'oligarchie dominante qui me persécutez, par antisémitisme? Un antisémite est quelqu'un, d'après vous, qui trouve scandaleux ce qui se passe à Gaza, qui trouve scandaleux ce qu'a fait Monsieur Strauss-Kahn au Sofitel, qui trouve scandaleux certains positionnements de Monsieur Fabius. Ça s'appelle en gros se foutre de notre gueule de A à Z, voilà. Et moi, je dis cette vérité, je la dirai jusqu'au bout. On va voir ce que ça va me coûter, peut-être la vie à la fin. Hein. Mais de toute façon, je pense que c'est un combat qui est engagé, qui engage la survie de la France. Hein. La langue française, qui est peut-être ce qui a des choses les plus précieuses dans ce pays, c'est à un juif, et quel juif, Rachi, que revient le mérite de l'avoir quasiment inventé. L'idée française de république, notre manière en France de nouer un contrat social, la conception française de la souveraineté, elle s'est inspirée beaucoup plus, contrairement à ce qu'on dit, que de la République des Romains, des Athéniens, du royaume des Hébreux. Quand on faisait le sacre d'un roi, quand on procédait à l'onction du nouveau souverain, c'était au nom des rois David et Salomon, et c'était dans la filiation de ce royaume de Juda ou d'Israël. Il a agressé mon ex-femme, ma fille, ma belle-mère, la tante aveugle de ma femme. Comment je pourrais faire? Je ne connais pas les numéros par cœur. Ah bah, il fallait pas être aveugle. Oh, écoutez, monsieur, ne dites pas une chose pareille. Oh, non, mais écoutez, faut pas faire des... Ah, il faut pas, rien à foutre, hein. Elle s'est mariée avec Soral, fallait se marier avec quelqu'un d'autre. Il faut pas. Par contre, il faut mettre toute la France sur le dos des juifs. Salope, ta gueule, la belle, je te pose une question. Il a provoqué la mort d'une personne. Oui, Benoît. Oui. Ça va? Oui, toi. Ouais, très bien, merci. Non, rien, je voulais te souhaiter toute ma condescendance. Pardon? Je voulais te souhaiter toute ma condescendance. J'ai aucune envie de te parler, donc... Non, attends. Moi, je te propose, tu pourrais venger ton père, on pourrait faire un match de boxe qui serait médiatisé, on pourrait gagner du fric. Il se permet depuis des mois et des mois d'harceler des gens par des moyens qui tombent gravement sous le coup de la loi. Même le rédacteur en chef de Rue 89, trop favorable au Hamas pour le pirate, a droit à une visite de la police en pleine nuit. Encore un coup tordu signé Hulcan. Il y avait un déploiement de police incroyable dans la rue. La rue était bloquée des deux côtés, une dizaine de véhicules, les policiers de la BAC en gilet pare-balles avec des armes. Et en fait, il avait téléphoné à la police en se faisant passer pour moi, donc en faisant apparaître mon numéro sur l'écran des policiers, et en disant, un peu essoufflé, je viens de tuer ma femme, je suis retranché chez moi avec une arme, et le premier policier qui vient, je lui tire dessus. On va nous faire croire qu'il peut appeler la police et obtenir par voie de téléphone mon casier judiciaire, c'est-à-dire mon stick, ce qui est interdit par les règlements de police, et qui peut, en citant mon nom, Alain Soral, qui est connu par tous les policiers de France comme le nom de Dieudonné, qu'il peut se faire naïvement remettre
mon casier judiciaire par un policier. Alors tu voulais quoi, un FPR dans un premier temps ou... Déjà le FNPC intégral. Et puis oui, FPR étage. Ah ben c'est ça, alors j'ai donné de Soral Alain. Voilà, ça il est né à Aix-les-Bains et il a un sacré pédigré. Hein. Alors il a 5 dossiers chez nous. Il est évident que ce petit Grégory Shelley, qui a l'impunité totale et dont on prétend qu'il serait intouchable parce qu'il vit en Israël. C'est le problème, c'est que côté français, il y a une dizaine de plaintes minimum, je ne les ai pas toutes recensées. Il y a une instruction judiciaire qui a été ouverte, il y a un juge d'instruction qui a été nommé, il y a une deuxième instruction qui devrait être lancée prochainement. Et la clé est en Israël, elle n'est pas en France. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas d'accord d'extradition, ni pour les escrocs, ni pour les voyous, ni pour les assassins entre la France et Israël. On nous fait croire qu'il est intouchable alors qu'il est en Israël, alors qu'il se permet de m'appeler au téléphone sans masquer son téléphone avec un 07. C'est-à-dire qu'il est évident que ce petit Parisien français juif ne passe pas son temps dans une obscure bourgade de la Palestine occupée. Il est régulièrement à Paris, car c'est un Français et un Parisien. Mais par contre, il faut savoir que ces gens-là ont l'impunité totale pour menacer de mort et organiser des agressions contre moi. Parce que quand ils balancent sur Internet mon numéro de téléphone, mon adresse, etc., ils le revendiquent, c'est pour pousser à mon agression. Sachant que j'ai déjà été agressé 4 fois en commando, que ces agressions pour lesquelles j'ai porté plainte à chaque fois et demandé protection policière ont toujours été classées sans suite, et que donc on est dans un univers où un type comme moi, simple Français, qui défend la France républicaine, égalitaire et laïque, est systématiquement agressé et menacé par des juifs de combat qui se revendiquent comme tels et qui ne sont jamais poursuivis par la République française. Il se permet aujourd'hui non seulement de me harceler et de me mettre en danger de mort, mais il se permet d'insulter par des messages que nous avons enregistrés la police et la justice. Alors, t'es en train de règle, j'ai entendu le bip, c'est Greg, tu m'entends? C'est moi qui ai donné le numéro, va porter ça, je vous inquiète tous, je vous inquiète tous, je vous inquiète tous. Portez ça au juge, à la foutre. En disant, je suis au-dessus en France de toute action légale de police et de justice, je fais ce que je veux. Et je pense qu'il a raison, c'est vrai. Et couche en panier, fils de pute. Pas bouger, chien. Et le blanc, pas bouger, fils de pute. Et le blanc, bouchez le blanc. Et moi, effectivement, je mène un combat qui rejoint à peu près le combat qui était celui des dissidents soviétiques à l'époque de l'URSS la plus indéfendable. Et je pense aussi que beaucoup de Français s'en rendent compte. Je suis malgré moi, en essayant simplement de rester fidèle à une certaine idée de la France, de la laïcité et de l'égalité républicaine, en train de sombrer sans m'en rendre compte dans une certaine forme d'héroïsme. J'en suis même moi-même interloqué. Bernard-Henri Lévy admet aujourd'hui que les antisémites d'hier, alors il faudrait redéfinir ce que c'est que l'antisémitisme, qui sont des gens qui résistaient à une certaine malhonnêteté, une certaine laideur et une certaine domination. Alors il cite Paul Morand. Alors il dit, oui, effectivement, les antisémites d'hier avaient du talent, aujourd'hui ils n'en ont pas. Alors il fait référence à moi. Mais on dit la même chose pour Dieudonné par rapport à Coluche. Coluche aurait eu du talent à l'époque, ou Desproges, mais Dieudonné n'en aurait pas. Desproges est allé plus loin que Dieudonné pourrait en rêver lui-même. La différence, c'est que Dieudonné présente un discours ouvertement politique sous une forme facétieuse, alors que Desproges prend l'air doctoral pour dire ce qu'il vit lui-même comme autant de conneries. Donc Dieudonné, c'est le contraire de Desproges. C'est le contraire parfait. Libre à eux de penser qu'on n'a pas de talent. Mais moi, ce que je pourrais répondre pour être un peu taquin, c'est que les Juifs aussi de l'époque de ces grands antisémites avaient un autre talent que Bernard-Henri Lévy. À l'époque, il y avait du Claude Lévi-Strauss, il y avait du Raymond Aron, vous voyez. Le fait est que les Israéliens ont reconquis une terre où vécurent toujours des Juifs, mais où vivaient au lendemain de la Première Guerre mondiale plus d'Arabes que de Juifs. Un observateur qui se veut impartial, juif ou non, peut plaider le dossier arabe. Raymond Aron. Mémoire. Qui étaient quand même des juifs souvent universalistes et de talent. Et puis il y avait encore avant, à l'époque de Céline, il y avait Proust. Alors je réponds à cette petite de Bernard-Henri Lévy, qu'il n'est ni un juif du calibre de Raymond Aron, de Claude Lévi-Strauss ou de Marcel Proust. Hein, voilà. Les Roumains, les Égyptiens et les Turcs peuvent détester les Juifs. Mais dans un salon français, les différences entre ces peuples ne sont pas si perceptibles, et un Israélite faisant son entrée comme s'il sortait du fond du désert,
le corps penché comme une hyène, la nuque obliquement inclinée et se répandant en grand salam, contente parfaitement un goût d'orientalisme. Seulement il faut pour cela que le juif n'appartienne pas au monde, sans quoi il prend facilement l'aspect d'un lord, et ses façons sont tellement francisées que chez lui un nez rebelle, poussant, comme les capucines, dans des directions imprévues, fait penser au nez de Mascari plutôt qu'à celui de Salomon. Marcel Proust. À la recherche du temps perdu. Et que par contre, si on a les élites qu'on mérite, on a aussi les représentants qu'on mérite. Et moi, je m'adresse là aux juifs qui ne font pas partie de la communauté juive organisée, et je leur dis, quand aujourd'hui vous avez comme représentants des types comme Aziza, comme Grégory Shelley et comme Bernard-Henri Lévy, il faut vous inquiéter effectivement de l'image de votre communauté et aussi peut-être de l'effondrement d'un certain génie juif. Vous êtes une merde intégrale. D'accord, très bien. C'est de ça que je répondrai à monsieur Bernard-Henri Lévy. Monsieur Bernard-Henri Lévy a été considéré comme une merde intellectuelle par tous les grands juifs qu'il a croisés. Même Derrida n'a pas voulu de lui. Là on a affaire à une intellectualité médiatique stricte. C'est-à-dire la représentation de soi, narcissique et promotionnelle, qui se sert d'une cause plutôt qu'elle ne sert une cause. Jacques Derrida. Cité par le nouveau b.a.-ba du BHL. Raymond Aron a dit ce qu'il en pensait. Il jette du sel sur toutes les plaies mal cicatrisées. Par son hystérie, il va nourrir l'hystérie d'une fraction de la communauté juive, déjà portée aux paroles et aux actes du délire. Œuvre d'intérêt public, écrivez en conclusion le compte-rendu du Nouvel Observateur. Intérêt public ou danger public? Raymond Aron, commentaire sur l'idéologie française. Il faut quand même rappeler ça. C'est qu'aujourd'hui, on nous présente comme héritier du génie juif que je ne conteste pas. Hein. Je suis l'éditeur de Bernard Lazare, je le rappelle, et de Gilad Atzmon, dans un autre genre. On assiste non seulement à un effondrement de la France, mais aussi quelque part à un effondrement des représentants du génie juif ou d'un certain génie juif individuel et éternel. Sérieusement, Bernard-Henri Lévy, cette histoire de citation d'un philosophe qui n'existe pas, ça craint vraiment, non, comme disent les jeunes? Écoutez, c'était marrant 5 minutes, maintenant je trouve que ça va comme ça. Ça me fait moins marrer maintenant. Et ça pourquoi? me fait moins rire. C'est ridicule. Vous ne représentez pas grand-chose au niveau de la vie politique française. Hein, vous vous appelez, je crois, Jacques Cheminade. Donc on pose des questions à Jacques Cheminade et pas à Léo Alexander ou à je ne sais qui. Je trouve votre façon de dire d'accord pas très courtoise. Ouais. Non, mais je suis pas très courtois. Est-ce qu'il n'aurait pas acheté des parrainages de Jacques Cheminade? On est d'accord ou pas? Tu veux qu'on fasse une bataille de lobby juif, espèce de fils de pute? On a le zizi circoncis, on a des gros nez, nous, espèce de salope. Je suis plus juif qu'Abraham, espèce d'enculé de ta mère. Hein, et Bernard-Henri Lévy est la plus grande preuve et le plus grand stigmate de l'effondrement du génie juif en France. Voilà. Et je pense qu'il est de mauvais augure que les juifs soient représentés aujourd'hui en France par Aziza, Grégory Shelley et Bernard-Henri Lévy. Posez-vous cette question et écoutez-moi bien.